Elle se tenait tremblante devant l'autel. Elle n'avait que 19 ans, une robe blanche épousant le corps d'une jeune fille qui n'avait jamais reçu le moindre baiser, vendue par son propre oncle à un homme de 30 ans son aîné. Mais lorsque le milliardaire se pencha vers elle, il ne chercha pas ses lèvres, il déposa un baiser sur son front. Ce simple geste fit voler en éclats tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir, le contrôle et l'amour. Dès cet instant, son histoire ne serait plus celle d'une possession, mais celle d'une femme vue, choisie et chérie. Mais ce qui arriva ensuite, personne n'aurait pu le prédire. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires, depuis quel coin du monde nous écoutez-vous? C'est votre présence qui fait vivre de telles histoires. Le vent glacial de Brookfield murmurait à travers les fenêtres fissurées d'une petite maison vieillissante sur Oak Ridge Lane. À l'intérieur, Emily Carter s'affairait dans une routine silencieuse, débarrasser la vaisselle, plier le linge, brosser les miettes sur la table de cuisine ébréchée. Elle n'avait que 19 ans, mais ses mouvements trahissaient l'épuisement de quelqu'un qui aurait vécu des décennies de trop sous le toit d'autrui. Après la perte de ses parents dans un tragique accident de voiture à l'âge de 16 ans, Emily était allée vivre chez le frère de sa mère, l'oncle Henry, et sa femme, Vivian. Il ne lui avait jamais demandé si elle voulait venir. Elle n'avait jamais demandé à rester. En échange d'un toit au-dessus de sa tête et d'un lit qui grinçait à chaque fois qu'elle se retournait, Emily travaillait. Elle servait des tables 6 jours par semaine au Lindy's Diner, le genre d'endroit où le café était servi dans des tasses fêlées et où le jukebox ne fonctionnait jamais. Chaque soir, dès qu'elle franchissait le seuil de la porte, elle remettait le moindre dollar gagné à sa tante. Parfois, Vivian ne levait même pas les yeux de ses émissions télévisées, elle tendait simplement la main sans un mot. Mais Emily ne se plaignait jamais. Pas lorsqu'elle avait manqué son bal de promo pour travailler de nuit. Pas lorsqu'elle avait porté les mêmes chaussures 3 hivers de suite. Pas même lorsque ses rêves d'université étaient devenus des esquisses délavées, glissées sous son matelas. Elle portait son silence comme une armure, car le silence, au moins, on ne pouvait pas le lui prendre. Mais par un vendredi soir glacial de mars, ce silence vola en éclats. Henry fit irruption dans la cuisine, le visage pâle, les lèvres tremblantes de sueur et de regret. « C'est fini, et marmonna-t-il en faisant les 100 pas. J'ai encore joué. Je pensais pouvoir me refaire, mais... » Vivian se tenait derrière lui comme une ombre, les bras croisés, le visage dur. « Il doit plus de 100 000 $, Emily, dit-elle d'un ton plat. Ils ont dit qu'ils prendraient la maison, tout. » Emily s'agrippa au dossier d'une chaise. « Que veux-tu dire par il ?» Le regard de Vivian ne scia pas Jack Morgan. Ce nom tomba comme le tonnerre. Tout le monde à Brookfield savait qui était Jack Morgan, le milliardaire de Chicago qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier et la technologie. Un homme dont on chuchotait le nom plus qu'on ne le voyait, connu pour 2 choses, être impossiblement riche et terriblement secret. La voix d'Emily se brisa. Pourquoi un homme comme lui se soucierait-il de 100 000 $? Henry leva les yeux avec quelque chose qui ressemblait à de la honte ou de la peur. Parce que je les lui ai empruntés, Emily, il y a des mois, via l'un de ses prêteurs privés. Je pensais pouvoir doubler la mise. Puis je n'ai même plus pu payer les intérêts. Et maintenant, il veut récupérer son argent, demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. L'expression de Vivian se durcit. Non. Maintenant, c'est toi qu'il veut. Un silence si lourd s'abattit sur la pièce qu'elle sembla rétrécir. Quoi? Il a fait une offre, s'étrangla Henry. Il effacera la dette, la totalité, si tu acceptes de l'épouser dans une semaine. Emily recula, la chaise raclant bruyamment le sol derrière elle. Sa gorge se serra. Vous m'avez vendu? Vivian ne cligna pas des yeux. Tu seras à l'abri du besoin. Il est riche. Tu penses que servir des tables pour des miettes mènera quelque part? J'ai 19 ans, murmura-t-elle. Il le sait, dit Henry. Et il s'en fiche. Emily se tourna vers la fenêtre. Dehors, le vent poussait des flocons de neige sur le porche. Son souffle embuait la vitre. Elle avait 19 ans. Elle n'avait embrassé personne depuis 2 ans. Elle n'avait pas porté de robe depuis les funérailles de ses parents. Et maintenant, il voulait qu'elle épouse un homme de 30 ans son aîné. Un inconnu. Elle resta éveillée toute la nuit, sans pleurer. Elle se sentait juste se défaire, fil par fil. Et au matin, alors que le ciel était encore sombre et que ses doigts tremblaient en boutonnant son uniforme de serveuse pour la dernière fois,
une voiture noire s'arrêta devant la maison. Un homme en costume gris anthracite en sortit et lui tendit une enveloppe contenant un contrat. Émilie l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une licence de mariage, déjà signée par Jacques Morgan, un accord de confidentialité, une liste de conditions qu'elle devait accepter, et une note d'une écriture soignée. Vous n'êtes pas une propriété. Ceci est votre choix. Dites oui, et je subviendrai à vos besoins. Dites non, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. J.M. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas de menaces, pas d'exigences. Pourtant, son cœur se serra. Le choix n'était pas vraiment le sien. Pas avec la dette d'Henri. Pas quand le toit au-dessus de sa tête appartenait à l'homme qui avait ruiné les économies de ses parents et en blâmait le monde entier. Elle marcha jusqu'au Lindies une dernière fois. Elle annonça doucement à son patron qu'elle démissionnait. Il ne demanda pas pourquoi. À midi, elle était dans un salon d'essayage au centre-ville de Chicago, debout sur une petite estrade tandis que des couturières s'affairaient autour d'elle, prenant des mesures et murmurant. La responsable, Linda, ajusta doucement une épingle au dos de la robe blanche. Vous savez, dit-elle avec un sourire doux, Monsieur Morgan a choisi celle-ci lui-même. Il a dit qu'il ne voulait pas que vous vous sentiez en cage. Il a dit qu'il voulait que vous vous sentiez belle, mais à l'aise. Émilie se regarda dans le miroir, de longues manches en dentelle blanche, un décolleté modeste, un tissu souple qui bougeait comme de l'eau. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Linda poursuivit en ajustant l'ourlet. Il a choisi des lilas pour le bouquet. Il a dit que c'étaient les préférés de votre mère. Émilie se retourna brusquement. Comment sait-il cela? Linda haussa les épaules. Il a posé beaucoup de questions sur vous, plus que la plupart des mariés ne le font jamais. Quelque chose trembla en elle. Pas de l'affection, ni du soulagement, juste de la confusion. Pourquoi un milliardaire se soucierait-il des fleurs, des manches et du tissu, ou de ce que sa mère aimait? La cérémonie eut lieu 3 jours plus tard dans une petite chapelle privée en périphérie de la ville. Pas d'invités, pas de caméra, juste la mariée, le marié et l'impossible silence entre eux. Lorsque Jacques Morgan se tint finalement devant elle, vêtu d'un simple costume noir, sans anneau d'or, sans sourire de conquête, avec seulement des yeux fatigués et une voix calme, Émilie ne tressaillit pas. Il tendit la main. Elle plaça la sienne dans la sienne. Il ne la serra pas, ne la tira pas. Et lorsque le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Jacques se pencha simplement en avant et l'embrassa sur le front. Le souffle d'Émilie se coupa. Pas de lèvres, pas de revendication, juste un geste de bonté. Inattendu, calme, presque tendre. Elle quitta la chapelle avec ces derniers mots résonnant dans son esprit, « J'ai fait la promesse de te protéger, pas de te posséder ». Emily Carter était entrée dans cette journée en croyant avoir perdu le contrôle de sa vie. Mais alors que la voiture s'éloignait de la chapelle, la neige tombant doucement sur les vitres, quelque chose de nouveau s'agitait dans sa poitrine. Pas encore la liberté, mais peut-être une lueur de choix. Le Penthouse de Jacques Morgan surplombait la ville de Chicago telle une sentinelle silencieuse. De là-haut, les rues ressemblaient à des rivières de lumière, en mouvement constant, inconscientes de la douleur sourde qui habitait l'homme qui possédait tout cela. À 49 ans, Jacques avait tout ce que la plupart des gens envieraient. Son nom gravé sur des gratte-ciel, son influence s'étendant au-delà des océans. Pourtant, à l'intérieur de sa poitrine, il y avait un vide qu'aucune acquisition ne pouvait combler, plus maintenant. Son succès ne lui avait pas été offert sur un plateau. Il s'était extirpé d'une enfance marquée par l'abandon, renaissant des cendres des foyers d'accueil et des dîners silencieux pour devenir l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Mais en chemin, quelque chose s'était durci en lui, quelque chose qui croyait autrefois aux choses douces comme la famille ou l'amour. Sa dernière relation s'était terminée par une trahison, pas seulement du cœur, mais de la confiance. Après cela, Jacques avait fermé les portes de sa vie comme une forteresse. Personne n'entrait à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Les affaires, les contrats, les négociations, il les maîtrisait. Mais l'intimité, la vulnérabilité. Il les avait enterrés sous des sols en marbre et des tours de verre. Alors pourquoi accepter d'épouser une inconnue de 19 ans? Jacques s'était posé la question une douzaine de fois depuis qu'il avait fait l'offre. Il n'était pas sûr d'avoir une réponse claire. Ce n'était pas de la luxure. La beauté d'Émilie était indéniable, mais sa décision venait de quelque part de plus profond, de plus calme. Peut-être était-ce la façon dont son histoire faisait écho à des morceaux de la sienne. La perte, la lutte,
L'invisibilité. Ou peut-être était-ce la façon dont elle ne se plaignait jamais, ne suppliait jamais, ne demandait jamais plus. Jacques avait entendu parler d'Emily pour la première fois à travers le rapport financier de la dette d'Henry Carter. Lorsqu'il vit son nom attaché à la garantie, quelque chose le fit s'arrêter. Au lieu de rejeter cela comme l'acte d'un autre homme brisé vendant quelque chose qu'il ne possédait pas, Jacques devint curieux. Qui était cette fille? Ce qu'il découvrit l'empêcha de dormir correctement pendant des semaines. Emily Carter. Première de la classe jusqu'à ce qu'elle abandonne pour survivre. Pas de casier judiciaire. Pas de réseaux sociaux en quête d'attention. Pas de signe de rébellion. Juste le travail. Des services qui s'enchaînaient dans ce dîner à Brookfield. Une jeune femme, invisible aux yeux du monde, survivant en silence. Jacques envoya des gens pour observer, pas pour menacer, juste pour comprendre. Les rapports revinrent simples, elle souriait aux clients, prenait soin des vieilles dames qui renversaient leur soupe et restaient tard pour nettoyer quand personne ne le lui demandait. Elle avait une forme de dignité silencieuse. C'est ce qui le marqua le plus. Il ne voulait pas d'une marionnette. Il ne voulait pas d'un trophée. Il voulait offrir à quelqu'un ce qu'il n'avait jamais eu, un endroit où l'on est en sécurité. Et peut-être, dans ce processus, trouverait-il une version de lui-même qui croyait encore à la douceur. Dans son bureau, entouré de murs de verre et du bruit de la ville, Jacques avait réécrit la lettre plus d'une douzaine de fois. Il détestait l'idée d'être le méchant de son histoire. Il ne voulait pas qu'elle se sente possédée. Alors il ajouta une ligne. Juste une phrase qui fit trembler sa main. Vous n'êtes pas une propriété. Ceci est votre choix. C'était tout ce qu'il pouvait offrir. Et lorsque son acceptation arriva, sans mot mais signé, il sentit quelque chose se tordre en lui. Pas de la victoire. De la gratitude. Et de la peur. Il ne savait plus comment tenir quelque chose d'aussi délicat que la confiance. Il savait seulement comment la garder. Lorsqu'il la rencontra pour la première fois à la chapelle, elle était, comme il l'avait imaginé, pâle, calme, incertaine. Mais ses yeux. Ses yeux étaient autre chose. Pas vides. Pas brisés. Ils brûlaient, même à travers la peur. Il eut envie de tendre la main vers elle, à ce moment-là. Pas pour la toucher. Mais pour la protéger. Et lorsqu'il l'embrassa sur le front au lieu des lèvres, ce n'était pas une stratégie. C'était l'instinct. De retour dans son Penthouse après le mariage, Jacques ne dormit pas. Il se tint au bord de ses baies vitrées, regardant la ville alors que la neige commençait à tomber, saupoudrant le monde de silence. Émilie était quelque part dans la chambre d'amis qu'il avait préparée. Il ne l'avait pas suivie. Il n'avait même pas frappé. Il l'avait juste laissée aller. Il lui avait fallu toute sa retenue pour la regarder s'éloigner ce soir-là, non pas parce qu'il voulait son corps, mais parce qu'il ne savait pas si elle ferait un jour confiance à son silence. Il avait engagé Linda, la styliste, non pas pour les apparences, mais parce que Linda savait comment faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité dans le tissu. Il avait demandé des lilas parce qu'il lui rappelait sa mère, pas celle qu'il avait abandonnée, mais la mère d'accueil qui en avait planté un jour devant une fenêtre fissurée dans une maison délabrée au Kansas. Elle les avait appelées les fleurs de la grâce. Il voulait qu'Émilie ressente à nouveau la grâce. Au cours des jours suivants, Jacques garda ses distances, mais il remarqua tout. La façon dont elle se déplaçait dans sa maison, prudente mais jamais vaincue. La façon dont elle nettoyait derrière elle sans qu'on le lui demande. La façon dont elle lisait tranquillement près du feu, comme si elle essayait de disparaître dans les pages. Parfois, il voulait dire quelque chose, sur la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle réfléchissait, ou comment elle penchait légèrement la tête vers la gauche quand elle était confuse, mais il ne le fit pas. Pas encore. Au lieu de cela, il commanda son thé préféré, camomille et menthe. Il laissa des livres près de sa porte, sur des femmes fortes de l'histoire. Il régla le thermostat pour que le sol soit toujours chaud le matin quand elle marchait pieds nus. Rien de tout cela n'était grandiose. Mais Jacques savait ce que c'était que de se sentir invisible. Il était déterminé à ne pas la laisser ressentir cela, pas chez lui, pas en sa présence. Il ne savait pas où cela mènerait. Il savait seulement ceci, pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas comme un homme debout seul dans une tour de verre. Il se sentait comme quelqu'un construisant quelque chose de fragile, quelque chose d'honnête. Et peut-être, juste peut-être, commençait-il à espérer à nouveau.
La suite de leur histoire se déroula comme la fonte des neiges, lentement, doucement. Des petits déjeuners partagés, des conversations au coin du feu, des silences qui n'étaient plus vides mais partagés. Et un soir, alors qu'une tempête de neige coupait l'électricité, plongeant le Penthouse dans la lueur des bougies, ils se retrouvèrent assis sur le sol, épaule contre épaule. « Je crois que j'ai cessé de croire en l'amour il y a longtemps », dit doucement Émilie. Jacques resta silencieux un long moment. Moi aussi. Et pourtant, ils étaient là. Et entre le silence et la neige, entre le thé et les histoires, quelque chose d'innommable commença à fleurir. Quelque chose de doux. Quelque chose de dangereux, car peut-être n'était-ce plus de la survie. Quelques jours plus tard, alors que la neige tombait encore, Émilie le regarda, les yeux brillants. « Vous n'avez jamais essayé de prendre quoi que ce soit. Mais d'une certaine manière, vous m'avez donné tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Elle prit sa main. « Je te fais confiance, Jacques. » Ce fut le moment où son passé cessa de la définir. Leurs lèvres se rencontrèrent, doucement, avec révérence. Ce n'était pas de la faim. Ce n'était pas une conquête. C'était une connexion. Lorsqu'il la porta dans sa chambre, ce n'était plus une chambre d'amis, mais un espace partagé. Il l'embrassa comme on mémorise un texte sacré. Et quand elle trembla, ce n'était pas de peur, mais devant l'immensité d'être désirée, non pour ce qu'elle pouvait offrir, mais pour ce qu'elle était. Le lendemain matin, le côté du lit de Jacques était vide, mais une note reposait sur l'oreiller. Le petit déjeuner t'attend. Pas de précipitation. J. Elle sourit, tirant le drap autour d'elle. Elle n'était pas brisée. Elle n'était pas utilisée. Elle était aimée. Et plus important encore, elle avait choisi de l'être point en bas, la table était déjà mise. Des toasts chauds, des œufs et des fraises coupées en forme de cœur qui la firent rire. À côté de son assiette trônait un petit livre relié en cuir, L'art de lâcher prise. À l'intérieur, un marque-page reposait sur le premier chapitre. Un amour bâti sur la peur n'est pas de l'amour. Elle tourna la page lentement, ses doigts effleurant le papier doux. Bonjour, fit la voix de Jacques derrière elle, douce et grave. Elle se retourna. Il était pieds nus, les cheveux légèrement ébouriffés, tenant 2 tasses de thé. Camomille, dit-il, et du café, juste au cas où. Elle prit le thé, ses doigts frôlant les siens, et pendant un long moment, ils restèrent simplement là, proches, ancrés dans quelque chose de réel. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Mieux que ces dernières années. Ils mangèrent lentement, sans hâte, sans faux semblant. Une fois la table débarrassée, Jacques fit un geste vers l'ascenseur. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle le suivit, piquée par la curiosité. Il la conduisit sur le toit terrasse. Le ciel au-dessus était d'un bleu pâle, strié par la lumière matinale. La neige recouvrait le jardin d'une beauté silencieuse, immaculée à l'exception du chemin qu'il avait déjà dégagé. Il y avait un petit banc sous un auvent, une couverture pliée dessus. Il la lui offrit et s'assit à ses côtés, leur souffle visible dans le froid. « C'est la première chose que j'ai construite quand j'ai acheté cet endroit, » dit-il en regardant l'horizon. Pas la vue, pas la cave à vin. Ça. Émilie regarda autour d'elle, perplexe. Pourquoi? Parce que je voulais un endroit où je pourrais m'asseoir et me rappeler que je suis encore humain. Elle sourit faiblement. Tu n'as jamais eu l'air de quelqu'un qui l'avait oublié. Il gloussa, secouant la tête. Si. Pendant un moment. Jusqu'à toi. Elle le regarda, le cœur serré. Je ne veux pas être quelqu'un que tu as besoin de sauver, dit-elle. Il croisa son regard, sérieux à présent. Et je ne veux pas être quelqu'un qui t'enferme. Un silence s'installa. Puis, il chercha dans son manteau et en sortit une chemise cartonnée. Qu'est-ce que c'est? Une proposition, dit-il. Mais pas celle à laquelle tu penses. À l'intérieur se trouvaient des documents, inscriptions universitaires, programmes de psychologie, options de bourse, des formulaires vierges attendant son nom. J'ai regardé quelques écoles, dit-il doucement, au cas où tu voudrais encore étudier. Émilie fixa les papiers. Tu as fait ça pour moi? Il hocha la tête. Pas parce que tu me dois quoi que ce soit, mais parce que tu mérites de construire ton propre avenir, selon tes propres règles. Ses yeux s'embuèrent. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais.
Eh bien, dit-il d'une voix basse. Que veux-tu, Émilie? Elle ne put répondre. Pas encore. La question était trop grande. Trop belle. Mais son silence n'était pas de l'hésitation. C'était de l'émerveillement. Dans les semaines qui suivirent, leur lien ne fit que s'approfondir. Ils dansaient pieds nus dans le salon sans musique. Ils débattaient sur des livres, riaient devant des dîners brûlés et partageaient des dimanches matins tranquilles en pyjama, lisant aux extrémités opposées du même canapé, ses jambes à elle sur ses genoux à lui, sa main posée sur sa cheville sans avoir besoin de plus. Jacques n'essaya jamais de la changer, et Émilie n'essaya jamais de se faire toute petite pour entrer dans sa vie. Ils avançaient ensemble, non pas comme maître et épouse, non pas comme dette et remboursement, mais comme égaux, comme partenaires. Un soir, Émilie se tenait près du piano pendant que Jacques jouait une mélodie lente et incertaine. Il ne savait pas qu'elle l'observait jusqu'à ce qu'elle rit doucement. « Tu avais dit que tu n'avais jamais appris, sourit-elle. J'ai menti. Pourquoi? Je voulais voir si tu resterais assez longtemps pour le découvrir. Elle traversa la pièce et s'appuya sur le piano. Je ne vais nulle part. Il arrêta de jouer. Leurs yeux se rencontrèrent, et aucun d'eux ne sia. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés au lit, sa tête sur son torse, les doigts de Jacques traçant des cercles oisifs sur son épaule, Émilie chuchota dans le calme, « Je croyais épouser un homme qui voulait me posséder. » La main de Jacques s'immobilisa. « Mais je suis tombée amoureuse d'un homme qui m'a rendue libre. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Je n'ai jamais voulu d'une épouse, dit-il. Je voulais une raison de rentrer et de rester. » Elle se pressa contre lui. « Alors je suppose que nous avons tous les deux obtenu ce dont nous ignorions avoir besoin. » Dehors, les flocons de neige tombaient à nouveau, frôlant doucement la fenêtre comme des bénédictions, et à l'intérieur, dans le calme des souffles, de la vérité et du lent devenir, l'amour prit racine. Pas comme un conte de fées, mais comme quelque chose de réel, quelque chose de choisi. Et pourtant, même alors, aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce que le prochain chapitre apporterait. Les premiers signes arrivèrent doucement, faciles à confondre avec la fatigue de l'hiver. Émilie se sentait plus fatiguée que d'habitude. Son appétit, d'ordinaire régulier, devint imprévisible. Certaines odeurs, la cannelle, les œufs, même l'eau de Cologne de Jacques lui soulevait le cœur sans prévenir. Au début, elle ne dit rien. Elle pensait que c'était le stress de l'adaptation à une nouvelle vie, ou la tension persistante des années vécues en mode survie. Elle se disait que ça passerait. Mais ce ne fut pas le cas. Un après-midi, alors que Jacques était en réunion, Émilie se retrouva recroquevillée sur le canapé sous deux couvertures, la peau moite et le souffle court. Linda, devenue plus une amie qu'une styliste, était passée déposer des échantillons de tissu. Elle jeta un coup d'œil au visage pâle d'Émilie et plissa les yeux. « Quand avez-vous eu votre dernier cycle » demanda-t-elle doucement. Émilie cligna des yeux. « Je ne m'en souviens pas. » Linda n'insista pas. Elle posa simplement un petit sac de pharmacie sur le comptoir avant de partir, sa main effleurant le bras d'Émilie avec une chaleur complice. À l'intérieur, 2 tests de grossesse. Émilie les fixa pendant 1 heure avant de marcher finalement vers la salle de bain, les mains tremblantes. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, retenant son souffle alors que les minutes s'égrenaient. Une ligne, puis une seconde. Un 3e test, puis un 4e. Tous positifs. Les larmes montèrent aux yeux, non de peur, ni même de joie, mais devant l'impossibilité pure du fait. Elle était enceinte, de l'enfant de Jacques, et soudain, tout bascula. Elle ne lui dit pas immédiatement, non par doute, mais parce qu'elle avait besoin d'un moment pour respirer, un moment pour sentir le poids de la chose, seule. Ce soir-là, elle cuisina le dîner, quelque chose de simple, chaud, familier. Jacques remarqua son silence, mais ne la pressa pas. Il l'observait seulement, doux comme toujours. Une fois les assiettes débarrassées et les lumières tamisées, elle prit sa main et le conduisit au jardin sur le toit, maintenant recouvert de neige. Le ciel au-dessus était clair, rempli d'étoiles. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle, la voix basse. Jacques se tourna complètement vers elle. « Qu'y a-t-il » Elle plaça la main de Jacques sur son ventre. Au début, il eut l'air confus, puis son souffle se coupa, ses yeux s'écarquillèrent, passant de son visage à sa main, puis à ses yeux encore. « Ton » chuchota-t-il. Émilie hocha la tête, retenant à peine ses larmes. « Oui. » Pendant un instant,
il resta là, figé, comme si le monde s'était réduit à cette unique vérité. Puis quelque chose se brisa en lui. Il expira en tremblant, la tira dans ses bras et la serra avec une force faite à parts égales d'incrédulité et d'émerveillement. Je n'ai jamais pensé. Sa voix se brisa. Je n'ai jamais pensé que je serais le père de quelqu'un. Tu le es déjà, chuchota-t-elle contre son torse. À partir de maintenant. Il recula, la regardant avec des yeux brillants. Émilie, es-tu heureuse? Elle rit doucement à travers ses larmes. Je ne sais même pas quoi ressentir, mais je n'ai pas peur. Jacques prit son visage en coupe. Quoi que cet enfant ait besoin, quoi que tu aies besoin, je vous le donnerai. Je vous protégerai tous les deux, je vous aimerai tous les deux. Ils restèrent en silence, laissant la neige tomber autour d'eux. Plus tard cette nuit-là, Jacques sortit un vieux carnet, au cuir usé, les pages remplies de gribouillages. Il le lui tendit. C'est quoi? Ma liste, dit-il. Tout ce que je m'étais promis de faire si jamais j'avais un enfant. Émilie feuilleta les pages. Lire des histoires avant de dormir. Ne jamais rater un anniversaire. Leur apprendre à cuisiner. Leur dire la vérité, même quand c'est dur. Leur montrer à quoi ressemble l'amour à travers la façon dont je traite leur mère. Elle ne put retenir ses larmes. Je ne sais pas comment être une mère, confessa-t-elle. Jacques prit sa main. Moi non plus. Mais on apprendra ensemble. Dans les jours qui suivirent, quelque chose s'ouvrit entre eux. Ils visitèrent des librairies, feuilletant des guides de prénoms, se disputant joyeusement sur les couleurs de la chambre. Jacques insistait pour des verres doux et des crèmes. Émilie voulait du lilas pâle, bien sûr. Il la touchait davantage maintenant, non par désir, mais par dévotion. Une main sur son dos quand elle se levait trop vite, des doigts remettant ses cheveux en place alors qu'elle s'endormait. Des baisers sur son ventre, des rêves murmurés à même sa peau. Parfois, elle le surprenait en train de parler au bébé quand il la croyait endormie. « Salut toi », disait-il, les doigts écartés de manière protectrice. « C'est ton papa. Je n'ai jamais fait ça avant. Mais je promets de te donner tout ce que je n'ai jamais eu. » Ils commencèrent à rêver à voix haute. De sorties d'école. De gâteaux d'anniversaire. De rire dans la cuisine. De discussions tardives quand le bébé serait assez grand pour poser de grandes questions. Et un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, la tête d'Émilie sur ses genoux, elle chuchota, « Tu crois qu'on était destiné à être une famille ?» Jacques ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, « Je pense qu'on était destiné à être une guérison. Et de là, tu es devenue ma famille. » Émilie sourit à travers ses larmes, non de tristesse, mais d'émerveillement. Car elle ne devenait pas seulement mère. Elle devenait elle-même. Et ce qu'aucun d'eux ne savait encore, ce qu'aucun test ne pouvait montrer et aucun plan prédire, c'est que cet enfant allait non seulement transformer leur vie, mais aussi révéler des secrets du passé que ni Émilie ni Jacques n'étaient prêts à affronter. L'air avait commencé à changer. L'hiver cédait lentement la place à la promesse du printemps, bien que la neige s'accrochât encore au coin de la ville, comme des souvenirs refusant de fondre. Émilie était dans le bureau un après-midi, organisant de vieux cartons que Jacques avait proposé de donner à un refuge local. C'était une journée calme. Jacques était absent pour une réunion d'affaires, et elle trouvait la paix dans cette tranquillité. Alors qu'elle attrapait un carton poussiéreux étiqueté Famille Carter, quelque chose en elle se figea. Son nom de famille. Son passé. Elle n'avait pas parlé à sa tante et son oncle depuis des mois, non par vengeance, juste par silence. Elle avait pardonné à Henri il y a longtemps, du moins en morceaux, mais elle n'avait pas su comment revisiter cette version d'elle-même, celle qui portait la douleur comme une seconde peau. Le carton ne venait pas d'eux. Il venait d'un garde-meuble à Brookfield, maintenant fermé. Jacques avait discrètement payé les dettes et tout transféré chez eux sans le lui dire. À l'intérieur se trouvaient des albums photos décolorés, quelques babioles et une enveloppe usée scellée à la cire. L'écriture de sa mère arrêta son cœur. À Émilie, pour quand elle sera prête. Les doigts tremblants, elle brisa le sceau. Il y avait plusieurs lettres pliées à l'intérieur, soigneusement attachées avec un ruban bleu. La première portait le nom de son père. Ma très chère Émilie. Si tu lis ceci, cela signifie que la vie a pris un tournant que nous n'avons jamais voulu. Mais peut-être que d'une étrange façon, tu as retrouvé ton chemin vers nous. Nous avons essayé de te protéger, mon cœur.
Tu n'étais jamais censé porter le poids que tu as porté. Ton oncle Henri. Nous l'aimions, mais il s'est perdu. Il était menacé par des gens plus gros que ceux que nous pouvions gérer. L'argent, les mensonges. Nous avons essayé de nettoyer tout ça avant que ça ne t'atteigne. L'accident qui nous a emportés. Ce n'était pas juste un accident. Nous allions confronter quelqu'un ce soir-là. Nous voulions sauver ton avenir. S'il te plaît, ne le déteste pas. C'était un homme bon autrefois, et parfois les gens bien brisent sous la pression. Tout ce que nous avons jamais voulu, c'était que tu sois libre. D'être aimé comme tu le méritais. Si jamais tu trouves quelqu'un qui te donne ça, ne fuis pas, laisse-toi aimer. Nous serons toujours avec toi. Amour, papa. La seconde lettre était plus courte. De sa mère. Mon petit oiseau. Tu as toujours été courageuse. Même quand le monde n'était pas tendre. Je sais que tu as probablement peur, et je sais que cette lettre ne peut pas défaire le mal, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es né de l'amour, pas du chaos, pas de la dette, pas du désespoir. Et je crois, au plus profond de mes os, que tu trouveras quelqu'un qui te verra. Quelqu'un qui traversera le feu pour toi. Laisse entrer ce genre d'amour. Laisse-le te changer. Tu n'étais jamais destiné à survivre. Tu étais destiné à t'épanouir. Toujours, maman. Émilie ne réalisa pas qu'elle pleurait jusqu'à ce que les mots se brouillent sur la page. Elle serra les lettres contre sa poitrine, les genoux remontés, se balançant doucement alors que vague après vague, une libération la traversait. Tout ce temps. Elle avait porté la culpabilité pour des choses qu'elle n'avait jamais causées, des blessures qui n'étaient pas les siennes, des silences qu'elle avait pris pour des punitions. Jacques la trouva là 1 heure plus tard, le soleil descendant bas derrière la fenêtre. Il s'agenouilla près d'elle, sans un mot, et prit doucement les lettres de ses mains pour les lire en silence. Quand il eut fini, il la regarda avec une profondeur de tendresse qu'elle n'avait jamais vue. « J'aimerais qu'il puisse te voir maintenant, » chuchota Théil. Elle rit à travers ses larmes. « Peut-être qu'ils le font. » Il la tint pendant qu'elle pleurait, non seulement pour la perte, mais pour la délivrance. Et le lendemain, sans annonce ni fanfare, Émilie demanda à visiter la maison de sa tante. Vivian ouvrit la porte lentement, plus mince maintenant, plus vieille que dans les souvenirs d'Émilie. La maison avait la même odeur, savon à la lavande et café, mais l'énergie avait changé. « Je ne pensais pas te revoir un jour, » dit Vivian. « Je ne suis pas venu rouvrir des blessures, » répondit doucement Émilie. « Juste pour en refermer quelques-unes. » Elles s'assirent à la table de la cuisine, la même où Émilie avait autrefois compté ses pourboires, où ses rêves étaient restés pliés sous les factures et le silence. Vivian versa du thé, les mains tremblantes. « Il est mort il y a 2 semaines, » dit-elle calmement. Émilie cligna des yeux. « Henri ?» Vivian hocha la tête. Son cœur. Il ne m'avait pas dit à quel point c'était grave. Il s'est juste endormi et ne s'est jamais réveillé. Émilie expira lentement. Elle ne ressentait aucune rage, seulement de la tristesse. Une sorte de deuil qui ne réclamait pas d'attention, mais qui s'installait simplement. « J'ai trouvé des lettres, » dit-elle après un moment, « de mes parents. » Vivian essuya ses yeux. Il les a gardées. Il a toujours dit qu'elles t'appartenaient. Émilie tendit la main à travers la table, posant la sienne sur celle de la femme. « Je vous pardonne, » dit-elle doucement. « À tous les deux. » Vivian craqua. Les sanglots qui suivirent n'étaient pas bruyants. Ils étaient fatigués, vidés. Des siècles de honte et de regrets relâchés dans l'espace d'un toucher. Elles parlèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Quand Émilie rentra, Jacques l'accueillit à la porte et la tira dans ses bras. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Légère, » dit-elle. Comme si j'avais enfin fait de la place pour le nouveau. Il posa une main sur son ventre arrondi. « Alors nous sommes prêts. » Émilie s'appuya contre son torse, fermant les yeux. Elle avait traversé le feu, mais maintenant, enfin, elle était prête pour la vie. Et juste sous ses côtes, quelque chose papillonna. Un premier coup de pied, un nouveau commencement, une promesse de ce qui était encore à venir. La neige revint le jour où Émilie entra en travail. Pas les flocons doux et rêveurs du début de l'hiver, mais un rideau blanc épais qui recouvrait les rues et réduisait la ville au silence. Jacques était au téléphone avec un membre du conseil quand il l'entendit appeler son nom depuis l'étage, un cri net, essoufflé, urgent.
Il courait déjà avant même de s'en rendre compte. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de leur chambre, les mains sur le bas de son dos, les yeux écarquillés. C'est le moment, chuchota Théel, la douleur crispant ses traits. Jacques ne paniqua pas. Il s'était préparé. Le sac était prêt, l'itinéraire vers l'hôpital tracé, même un chauffeur de secours en attente au cas où la tempête empirerait. Mais rien n'aurait pu le préparer au bruit de sa respiration dans la voiture, saccadée, rythmique, désespérée, ni à la façon dont ses doigts s'enfonçaient dans sa main à chaque contraction, ou au moment où elle se tourna vers lui entre deux vagues de douleur pour dire « Ne me lâche pas, jamais », promit-il. Et il ne le fit pas. La salle d'hôpital était chaude et lumineuse, mais pour Jacques, c'était comme se tenir au bord de quelque chose de sacré. Les infirmières bougeaient autour d'eux avec une urgence silencieuse. Les machines bipsaient. Le monde devint flou, rythmé par le souffle régulier d'Émilie et le resserrement de sa poigne. Le temps perdit son sens. 3 heures. 6. 11. La douleur se gravait sur le visage d'Émilie, mais elle ne rompit pas. Elle serrait la mâchoire, chuchotait à travers les larmes, jurait dans sa barbe, et continuait. À un moment, elle regarda Jacques et dit « Je ne peux pas faire ça ». Il se pencha près d'elle, son front touchant le sien. « Tu es en train de le faire, et je n'ai jamais rien vu de plus courageux. » Et puis, quand la pièce devint un flou de mouvements et de voix, quand les infirmières lui dirent qu'il était temps de pousser, Émilie ferma les yeux et s'abandonna. Jacques ne détourna jamais le regard. Pas quand elle cria. Pas quand le sang vint. Pas quand son corps se cambra sous une douleur plus profonde que le langage. Il tenait sa main tout du long, chuchotant, tu y es presque, encore et encore jusqu'à ce que cela devienne un chant, un vœu, une bouée de sauvetage. Et puis, un cri. Petit. Aigu. Tout neuf. Émilie s'effondra sur le lit, les larmes ruisselant sur son visage, la poitrine haletante. Et Jacques. Jacques resta figé. Le médecin posa un petit garçon gigotant sur la poitrine d'Émilie, et pendant un instant, le temps ne s'arrêta pas. Il se dissolut. Leur fils. Des joues roses. Un duvet de cheveux sombres. Les yeux étroitement fermés. Émilie le fixait avec émerveillement, à peine capable de parler. Jacques s'agenouilla près du lit, pleurant librement maintenant, les mains tremblantes. Elle le regarda. Jacques. Rencontre Daniel. Il tendit la main lentement, ses doigts effleurant le dos du bébé. Daniel remua, ses petites mains fermées en poing, un doux gémissement s'échappant de ses lèvres. Et Jacques craqua. Complètement. Il baissa la tête vers celle de son fils, pressant ses lèvres contre le petit crâne, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. « Je n'ai jamais pensé que je serais là », chuchota Théil. « Je n'ai jamais pensé que je serais assez. » Émilie prit sa main. « Tu le es. » Il la regarda, les yeux à vif. « Comment puis-je te remercier pour ça ?» Elle sourit à travers ses larmes. « Aime-le juste. Chaque jour. C'est tout ce dont il aura besoin. » Ils restèrent ainsi pendant des heures. Pas d'appel, pas de visiteurs. Juste 3 enveloppés de chaleur, de larmes, dans le miracle silencieux de devenir quelque chose de nouveau. Plus tard, alors que la neige tombait derrière la fenêtre de l'hôpital, Jacques se tenait près de la vitre avec Daniel niché dans ses bras. Émilie observait depuis le lit, somnolente mais alerte. Il le berçait doucement, chuchotant des choses qu'elle ne pouvait entendre. « Qu'est-ce que tu lui dis » demanda-t-elle. Jacques se tourna, son expression ouverte, pleine de quelque chose de nouveau, quelque chose d'inébranlable. « Je lui dis qu'il est né d'un choix, dit-il. Pas d'une obligation, pas du hasard, mais de 2 personnes qui se sont choisies et qui maintenant le choisissent. » Émilie essuya ses larmes. « Je lui dis, » continua Jacques en regardant le petit visage pressé contre son torse, « qu'il ne se demandera jamais s'il est aimé. Pas une seule seconde. » Ils ramenèrent Daniel à la maison 2 jours plus tard, emmitouflé dans une couverture crème, le visage à moitié caché sous un bonnet doux. Le pantou semblait différent. Pas plus grand, pas plus calme, juste plus plein. Émilie se tenait dans la chambre d'enfant que Jacques avait construite lui-même, les murs peints en sauge douce, les étagères remplies de livres et de peluches, un fauteuil à bascule près de la fenêtre. Elle posa doucement Daniel dans le berceau, effleurant sa petite joue du doigt. Jacques se tenait derrière elle, ses bras entourant sa taille, son menton reposant sur son épaule. « Il est parfait » chuchota Théel.
Il a ton courage, dit Jacques, et tes yeux. Émilie se tourna pour lui faire face. Et il a ton cœur. Jacques sourit, les yeux encore embués. Alors c'est déjà le garçon le plus chanceux du monde. Ils restèrent là jusqu'à ce que Daniel s'endorme, le murmure de la ville en contrebas comme une berceuse. Et pour la première fois depuis son enfance, Émilie le sentit. Pas la sécurité, pas le confort, mais le foyer. Parce que la maison, savait-elle maintenant, n'était pas un lieu. C'était des gens. C'était Jacques. C'était Daniel. C'était l'amour. Et alors qu'elle éteignait la lumière et laissait Jacques la ramener au lit, elle se chuchota à elle-même, c'est ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'ils essayaient de me protéger. Et quelque part, dans les espaces silencieux de la mémoire, elle pouvait presque entendre la voix de sa mère. Laisse-toi aimer. La maison en périphérie de Chicago ne ressemblait en rien aux penthouse qu'ils appelaient autrefois chez eux. Elle avait un porche qui craquait quand on marchait sur la deuxième planche, une cuisine qui sentait toujours la cannelle et le café, des murs couverts de dessins encadrés faits au crayon et à la colle pailletée. Il y avait une balançoire dans le jardin, patinée par le temps, chauffée par le soleil, jonchée de jouets et de souvenirs. Et des rires. Des rires sans fin, incontenables, innocents. Émilie se tenait pieds nus dans la cuisine, tenant un bébé sur une hanche tout en retournant des crêpes de l'autre main. Son peignoir était à moitié attaché, ses cheveux en un chignon qui avait capitulé il y a des heures, mais il y avait de la paix dans ses yeux. Daniel, maintenant âgé de 5 ans, courut dans le couloir avec une cape jouet volant derrière lui, criant quelque chose à propos de pirates de l'espace et de trésors invisibles. Jacques apparut quelques secondes plus tard, portant un pantalon de pyjama et des chaussettes dépareillées, poursuivant leur fils avec un sourire si large qu'Émilie s'arrêta juste pour le regarder. C'était leur vie maintenant, pas parfaite, mais parfaitement la leur. Jacques dirigeait toujours son entreprise, mais il ne la laissait plus le diriger. Il travaillait de la maison la plupart du temps, ne manquant jamais une pièce de théâtre à l'école, un rendez-vous chez le pédiatre, ou une occasion d'embrasser l'épaule de sa femme pendant qu'elle remuait la soupe. Émilie avait repris ses études après la naissance de Daniel. Doucement, prudemment, un cours à la fois. Maintenant, elle était conseillère à temps partiel dans un centre local pour jeunes, travaillant avec des filles qui lui rappelaient qui elle avait été. Des filles qui avaient besoin de quelqu'un pour les regarder dans les yeux et dire « Tu comptes. Tu es plus que tes circonstances. » Certains jours étaient chaotiques, certains étaient épuisants, mais tous, chacun d'entre eux, était bâti sur un choix. Chaque matin, Jacques choisissait de l'embrasser avant de vérifier son téléphone. Chaque soir, Émilie choisissait d'écouter, de tenir sa main même quand ils étaient trop fatigués pour les mots. Et chaque nuit, alors que leurs enfants dormaient car oui, il y en avait une deuxième maintenant, une petite fille aux grands yeux nommée Grace qui menait Jacques par le bout du nez et il choisissait de dire merci, même en silence. Un après-midi d'automne, Daniel grimpa sur les genoux de Jacques, le visage sérieux. « Papa, dit-il. Est-ce que les gens arrêtent parfois de s'aimer ?» Jacques marqua une pause, écartant une mèche de cheveux du front de son fils. « Parfois, dit-il doucement, quand les gens oublient de se choisir. » Daniel pencha la tête. « Mais toi et maman, vous ne le ferez jamais, hein ?» Jacques sourit. « Jamais. » Pourquoi ? Parce que chaque jour, dit Jacques en regardant Émilie à travers la pièce, je me réveille et je la choisis à nouveau. Émilie se tourna à cet instant précis, comme si elle avait entendu chaque mot, et sourit. Pas le genre de sourire porté pour la galerie, mais le genre qui disait « Je sais exactement qui je suis, et je sais exactement où est ma place. » Plus tard ce soir-là, quand la maison fut calme et les enfants enfin endormis, ils se tinrent sur le porche sous un ciel parsemé d'étoiles. Jacques enroula ses bras autour d'elle par derrière, l'attirant contre lui. « Tu te souviens de la première nuit ?» chuchota Théil. Elle rit doucement. « Quelle partie ?» Le silence gênant, les lilas, ou toi fuyant la pièce comme si tu avais peur que je prenne feu. Il gloussa. Tout ça. Elle se tourna pour lui faire face. Nous étions des étrangers. Maintenant nous sommes tout, dit-il. Émilie posa sa tête contre son torse, écoutant le battement de cœur qui avait autrefois semblé si lointain. Ils restèrent ainsi longtemps. Pas d'urgence. Pas de peur. Juste de l'amour. Calme. Réel. Résili. Pas construit en un seul moment. Mais en des milliers. Des milliers de petits moments sacrés.
Un baiser sur le front au lieu d'une revendication. Une crêpe par un matin froid. Une chaise rapprochée pendant un silence. Un « je te fais confiance » murmuré. Et peut-être que c'était ça, le véritable amour. Pas des feux d'artifice. Mais une présence. Pas la perfection. Mais un choix. Encore, et encore, et encore. Ils ne sont pas tombés amoureux d'un coup, ils l'ont construit. À travers les silences, à travers les choix, à travers les jours qui demandaient de la patience et les nuits qui demandaient de la présence. Ce qui a commencé comme un accord est devenu une dévotion. Pas bruyant, pas parfait, mais réel. Et peut-être qu'à la fin, c'est ce que l'amour est vraiment. La décision silencieuse de rester. Et parce que parfois, la plus grande forme d'amour est simplement celle qui répond présent. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires. D'où écoutez-vous aujourd'hui? Votre voix fait partie de ce qui rend cet espace si humain.